Apprends comme si tu devais vivre toujours. C'est le mantra et l'objectif de ce podcast. À la découverte de profils inspirants au travers d'entretiens décomplexés. Mon ambition est de créer pour vous et pour moi l'opportunité d'apprendre et de comprendre. Et pourquoi pas de vous donner l'envie d'entreprendre. La curiosité et l'ouverture d'esprit sont les maîtres mots. Mon nom est Pierre Barrault et c'est un plaisir que de faire ce chemin avec vous. Ce podcast est sponsorisé par l'ISC Paris, École de commerce et de management. Il est réalisé avec les moyens techniques du studio de podcast du campus Orléans de l'ISC, dont je suis le directeur général. Avec son slogan Be Our Change, l'ISC invite tous ses étudiants à devenir le changement qu'ils veulent voir dans le monde. Une pédagogie d'apprentissage par l'expérience, un modèle unique et original. L'ISC Paris, membre de la Conférence des grandes écoles, propose des programmes bachelor, programmes master grande école, Master of Science, MBA, DBA et toute une offre d'Executive Education. Ces deux campus, parisiens et orléanais, sont résolument tournés vers l'international, avec plus de 150 universités partenaires à l'étranger. L'ISC Paris peut également se prévaloir des plus grandes accréditations internationales, mais aussi d'un réseau de plus de 19 000 diplômés présents dans plus de 80 pays. Si comme moi vous êtes persuadé que tout est possible à qui rêve, ose, travaille et n'abandonne jamais, l'ISC Paris vous donnera l'opportunité de devenir celui que vous êtes. Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de La Colle. Aujourd'hui, on va parler entrepreneuriat avec Sandra Legrand. Bonjour Sandra. Bonjour Pierre. Alors, je le disais, entrepreneuriat, mais finalement, déjà, t'as pas fait que ça dans ta vie, parce que t'as eu une première partie de carrière, on va dire, plus classique, dans une des plus belles marques du monde, mais on va y revenir. Mais après, surtout, alors il y a deux aventures entrepreneuriales. Il y en a une première qui s'est finie en 2016, qui s'est appelée Calidea, que tu as revendu avec succès au groupe Up, qui est l'ex-groupe Chèque Déjeuner. Et depuis, je sais pas, on reviendra aussi sur les dates parce que tu as créé une deuxième structure qui s'appelle Yapuka. Et on va parler de tout ça. Et ce qui est super intéressant, c'est qu'au-delà de ça, enfin voilà, t'es une femme entrepreneur, une femme de réseau. Tu as écrit un livre aussi avec Evelyne Platnik-Cohen, #ambition, et je profite de cette longue introduction, j'en suis désolé, pour remercier Evelyne qui a fait la connexion entre nous, et voilà, je suis hyper heureux de pouvoir échanger aujourd'hui avec toi. Alors Sandra, en quelques mots, est-ce que tu veux bien essayer de te présenter, s'il te plaît? Alors, bonjour à tous, parce que je ne dis pas que bonjour à Pierre. Alors oui, en deux mots, je suis une femme, je suis une maman de deux garçons, et j'ai eu trois vies. Enfin, je suis dans ma troisième vie. Une première vie, outre ma vie d'étudiante, bien sûr, qui est importante, parce que je sais que beaucoup d'étudiants nous écoutent. J'ai travaillé 11 ans pour Coca-Cola, donc on y reviendra, fonction marketing, commercial, négociation, formation. Et puis, j'ai créé une première société qui s'appelle Canal CE et ensuite Calidea. Et donc, j'arrive dans ma troisième vie où j'ai co-créé avec Valérie Falala, mon associée, une société qui s'appelle Yapuka.org et qui entraîne les jeunes, en fait, pour l'entretien oral. Et pas que les jeunes, on y viendra après. Mais voilà, l'oral est un point très important. On a une culture en France qui est l'écrit. Et donc, toute l'idée, c'est d'être un peu à la mode anglo-saxonne, on va dire, pour être bien libéré dans son expression orale. C'est l'art oratoire, voilà. Donc, voilà en deux mots qui je suis. Mais quand j'ai créé ma première boîte, mes enfants avaient 1 et 3 ans. Maintenant, ils ont 22 et 24. Donc, voilà, ils sont grands et j'espère que, effectivement, certains deviendront entrepreneurs. Pourquoi pas? J'ai écouté dans une de tes interviews, tu disais, t'avais pas encore monté Yapuka, mais j'ai eu 3 enfants, Lucas, Alexis et Calidea. Est-ce que tu confirmes cette phrase ou pas? Ah ben je confirme à 100% parce que créer une entreprise c'est un vrai projet de vie.
Je conseille d'être un peu d'accord en famille pour le faire. Donc moi, effectivement, j'ai mon mari de l'époque, parce que je suis séparée, mais on s'entend très très bien, qui avait été vraiment très supporter du projet. Et heureusement, parce que quand on crée, il y a des hauts, bien sûr, fantastiques, enthousiasme, énergie, fierté, succès. Et il y a des bas où on doute, où c'est compliqué, où on a des sujets de cash, où on a des sujets d'actionnaires, où on a des sujets de business. Et donc là, il faut quand même que le premier noyau, c'est-à-dire que la famille soit soudée et vous soutienne. Parce que c'est un projet de vie, comme je dis, on en parle le matin, le midi, le soir, quand on se couche. Ouais. Ah bah tiens, j'ai oublié de te dire, tiens, tu devrais contacter un tel. Donc j'avais un peu mon costume, on va dire, de chef d'entreprise non-stop. Donc il faut savoir aussi, et c'est le conseil que je pourrais donner, lâcher un peu, être aussi une femme, une épouse, une maman, parce que si on n'est que chef d'entreprise non-stop, ça pose aussi d'autres sujets, d'autres problèmes. Donc voilà, donc c'est vrai que c'est comme un bébé, un troisième bébé, on l'a élevé, on l'a fait grandir, je l'ai lâché, comme tu as dit, à sa phase ado, quand il avait 16 ans. Et je l'ai confié dans les mains d'un industriel, voilà, pour développer à nouveau d'autres projets de croissance et moi m'orienter vers quelque chose que j'avais envie de faire, c'était le partage, la transmission du savoir-faire, voilà, que j'avais et que Valérie avait aussi. Ok, on va rembobiner un petit peu parce que tu passes sur les bancs de la Sorbonne, ok, et après, alors je sais pas si tu veux en parler. C'était des belles années, les années d'études? Ah oui, fantastique, d'autant que moi j'ai fait beaucoup de petits jobs d'étudiants. Et ça, je recommande à tous ceux qui nous écoutent. Et comme je sais qu'il n'y a pas que des étudiants, mais il y a aussi des papas et des mamans, poussez vos jeunes à faire des jobs d'étudiants. Ce qui était beaucoup le cas à mon époque, j'ai envie de dire, dans ma génération, ce qui est un peu moins le cas maintenant parce que bon, il faut faire des stages, bon le stage est très bien aussi, parce que il faut faire beaucoup d'études, parce que on est aussi dans des milieux parfois où on n'a pas besoin, on n'a pas faim pour faire ces jobs-là, mais il faut le faire. Et moi j'ai fait, je suis passée par McDonald's, je suis passée par hôtesse, je suis passée par, j'ai fait même du mannequinat, j'ai fait du standard téléphonique, j'ai fait des BAFA, colonies de vacances. Donc tout ça est très apprenant. Et donc pendant mes études, j'ai aussi appris. Et j'ai aussi appris à savoir ce qui me plaisait, à savoir aussi ce qui ne me plaisait pas. Et à me dire finalement, moi ce que j'aime, c'est les projets, c'est le commercial, c'est les relations publiques, c'est l'animation, c'est un peu le management, parce que quand vous êtes en colonie de vacances et que vous gérez 50 ou 100 gamins, il faut juste faire preuve un petit peu de leadership et puis être à la fois ferme et bienveillant. Et ça, c'est très apprenant. Et savoir prendre des responsabilités. Quand il y a un problème, il faut savoir dire on fait pas, on prend cette décision. Super important ça. Ouais, et ça apprend à décider vite, et je dois dire que ça, c'est une qualité qu'il faut avoir quand on est chef d'entreprise. Il faut décider vite, il faut décider, déjà, comme disait Pierre Belon, il faut 3 qualités quand on est entrepreneur. Il faut le goût du risque, hein, si vous avez peur, c'est pas pour vous. Je prends un peu l'accent marseillais que j'ai perdu, hein, parce que je suis marseillaise. Et il faut avoir une bonne santé, et il a raison, hein, il faut être stoïque. Et puis, derrière ça, il faut aussi savoir prendre des responsabilités et décider, voilà. Donc c'est vrai que voilà, ces petits jobs m'ont à la fois permis de financer mes études quelque part, mais aussi de découvrir beaucoup de choses qui m'ont intéressée, et donc ça m'a servi pour la suite, absolument. Donc la réponse est oui. Je ne peux qu'abonder sur l'expérientiel. Effectivement, ça permet aussi de mieux se connaître. Tu l'as évoqué, et enfin voilà, j'abonde à ça, voilà. Alors, tu sors de tes études et là, tu rentres dans la boîte, the boîte. C'est-à-dire que, je sais pas, il y a souvent des études, tu sais, sur les marques les plus connues dans le monde. Alors, il y a Michelin, il y a McDo, mais surtout, et en number one en général, toujours, il y a Coca-Cola. Déjà, comment se fait ton chemin jusqu'à chez Coca? Comment je fais mon chemin? Je fais comme beaucoup d'étudiants font, c'est-à-dire que j'envoie des lettres, beaucoup de candidatures spontanées en fait. J'ai répondu à quelques annonces, mais moi j'avais une stratégie, c'était d'aller dans la boîte que j'avais envie d'intégrer. Donc du coup, j'ai fait des lettres dans des boîtes qui me plaisaient, en spontané. Et il se trouve que quand j'ai fait ma lettre, alors j'avais comme tout le monde ma petite dose matinale de 2-3 lettres négatives qui revenaient en disant votre CV est bien, mais on va le garder, pour le moment on n'a rien. Donc ça, il faut s'y préparer parce que c'est un peu difficile à vivre, mais c'est comme ça, c'est la vie. Et encore en 89, le marché de l'emploi était pas si mauvais que ça. Mais voilà, il faut du négatif pour avoir à un moment du positif. Et
Chez Coca-Cola, j'avais utilisé un peu ce que j'avais fait parce que dans mes jobs d'étudiant, j'ai oublié de le dire, j'ai fait le Tour de France. Alors je l'ai pas fait à vélo, mais j'étais dans le car Peugeot. Je l'ai fait avec Peugeot, et donc j'étais dans la caravane et dans le car qui accueille qui accueille les VIP. Et j'étais à côté du car Coca, parce que Coca-Cola d'ailleurs, il faut toujours dire Coca-Cola, est à côté du car Peugeot, enfin était à côté du car Peugeot. Et du coup, j'avais eu pas mal de contacts puisque je prenais des boîtes tous les matins, et donc j'ai un peu été disruptif dans la lettre que j'ai envoyée, voilà, en disant que on avait cohabité pendant un mois dans les routes de montagne, etc. Malin. Et je pense que ça m'a déclenché le rendez-vous, ce qui ne fait pas tout. Et quand je suis allée en rendez-vous, là j'ai donné tout ce que je sais donner, c'est-à-dire mon énergie, mon envie, ma motivation, expliquer un petit peu tout ce que j'avais envie de faire et ce que je savais faire. Et puis j'avais l'impression que ça s'était bien passé. Et pareil, pas de lettre négative, mais pas de réponse. Donc j'appelle une fois, 2 fois, 3 fois. Et en fait, comme je suis quelqu'un de très pugnace, et ça aussi je le dis à ceux qui nous écoutent, la pugnacité n'est pas un vilain défaut, au contraire. Et donc j'ai rappelé, et finalement on m'a dit OK, on va vous faire passer un deuxième rendez-vous. Et donc à la fin j'ai dit pourquoi vous m'avez recruté, et le directeur à l'époque qui s'appelait Loïc Bertrand m'a dit d'abord pour votre pugnacité, parce que moi j'ai besoin de commercial, de négociation de grand compte, j'ai besoin de quelqu'un qui développe, j'ai besoin d'un développeur, et je sais que vous allez faire le job. Voilà. Donc, il faut montrer qui vous êtes, en fait, même dans le process de recrutement. Alors, t'avais une phrase aussi dans une interview, et parce que j'ai quand même bien préparé, qui dit on a plus de chances d'obtenir ce qu'on se demande que ce qu'on mérite. Finalement, c'est ça aussi l'illustration. Oui, alors moi je dis que dans la vie il faut tout oser, mais avec les bons mots, avec le bon moment, avec les bons arguments. C'est pas oser pour oser. Et donc c'est vrai que parfois on pense que on mérite les choses, ou qu'on va nous les proposer, ou que ça tombe sous le sens, ou que c'est évident. Ça l'est pas. Et j'en ai un deuxième qui dit que les choses vont toujours mieux en le disant. Donc il faut à la fois dire les choses et à la fois demander ce qu'on veut. Voilà. Et ça c'est aussi un petit, on va dire pas complexe, mais aussi c'est une petite nature féminine. Qui parfois n'osent pas demander plus de rémunération, un nouveau poste, une nouvelle responsabilité, un job à l'international. Eh bien, il faut y aller, il faut le dire, parce que sinon les autres peuvent interpréter que vous n'êtes pas prête pour le faire, que vous n'en avez pas envie, que vous n'êtes pas organisé pour. Donc, si vous avez envie d'un poste, si vous avez envie d'un job, n'attendez pas que ça vienne à l'idée de celui d'en face. Allez dire, écoutez, voilà, moi je veux le job. Pourquoi? Parce que tac tac tac, et j'en ai envie, et je suis motivée, et je suis prête à le prendre. Voilà. Et je me suis organisée pour. Et là, vous êtes face à quelqu'un qui ne peut que vous dire oui. Donc voilà. Oui, au pire, il sait que vous le voulez. Au pire, absolument. Voilà. Et ça veut dire que dans les réflexions et dans les réflexions futures, c'est quelque chose qui va être gardé en mémoire. Et voilà. Et comme ça, quand le jour d'une opportunité arrive, au moins on pense à vous. Et justement, alors. 11 ans quand même chez Coca-Cola, j'ai bien noté, faut dire les deux. OK. 11 ans chez Coca-Cola. Donc où là tu vas rester dans les logiques de vente et marketing. Alors oui, la majeure partie de mes 11 ans, ça a été de la vente et du marketing. J'ai démarré, effectivement, j'ai eu la chance de démarrer quand les Américains ont repris la concession à Pernod Ricard. D'accord. Donc j'ai eu tout un staff américain très enthousiaste, avec beaucoup de belles idées, et surtout une ambition incroyable, où ils nous ont dit des choses, je pourrais prendre plein d'exemples, mais par exemple je m'occupais des distributeurs automatiques, donc là on en avait 5-10 000 à mettre, c'était des objectifs monstrueux. Donc on en mettait partout. Après on a régulé sur il faut aussi que ce soit un peu rentable, mais au début c'était un peu des panneaux publicitaires et il fallait inonder le marché de ces machines, distributeurs automatiques de boissons, avec un prix qu'on voulait très accessible. Donc à l'époque c'était 5 francs, je crois, un truc comme ça, ou maxi 10 francs. Et donc il fallait absolument que la boîte soit accessible. C'était le côté les 3 A, donc accessibility, affordability, donc accessible partout, tout le temps. Donc c'est vrai que quand vous êtes avec une équipe qui a des objectifs hyper ambitieux comme ça, vous la suivez. Voilà, vous ne pouvez que la suivre. Alors ils mettent des moyens aussi, ils disent pas il faut faire ça et on met pas de moyens, mais c'est chouette. Après, pour donner un autre exemple, parce que c'est toujours intéressant de l'écouter, les stations-service. Vous savez, les stations-service, on vend des boîtes, voilà.
Et ils nous disent, on va mettre des grands camions avec 24 palettes de 24 caisses de 24 boîtes de Coca-Cola. Okay. Et on va mettre ça dans les stations-service plutôt d'autoroute. Et donc nous, en tant que équipe nouvelle français, on dit mais c'est dingue, on vend 18 boîtes par week-end dans les vitrines, on va peut-être pas y avoir du stock. Un camion, il va y avoir du stock. Et là ils nous disent mais non, vous allez faire un gros truc et tout, parce que de toute façon les gens sont avec leur coffre et ils vont prendre pour partir en vacances une caisse entière de 24 boîtes, le mettre directement dans le coffre. Donc vous voyez, l'argument était quand même hyper logique, hyper factuel. Il n'y avait pas d'études de marché derrière incroyable, si ce n'est que ça se faisait aux États-Unis et que ça se faisait bien et que ça se faisait dans de nombreux pays. Donc on s'exécute, on met les moyens, on fait des barnums, on fait des visuels, on fait plein de choses, des décorations incroyables. Et on a tout vendu en un week-end. Voilà. Ah oui. Et donc ça, c'était une grande leçon, c'était de dire, écoutez, quand on y croit, quand on y met les moyens, quand on y est, parce qu'il faut être on the field, sur le terrain, ça marche. Et ça m'a marqué, parce que je me suis dit, dans la vie, il faut être ambitieux. Et d'ailleurs, tu l'as dit, j'ai coécrit avec Kathleen un livre sur l'ambition. On va y revenir. Donc, il faut être ambitieux. Et il faut surtout croire à ce qu'on fait. Voilà. Et c'est pareil chez McDonald's quand il y avait le concept anniversaire enfant, mais qui n'existait pas beaucoup à l'époque. Et j'ai commencé à dire, c'est génial. Je suis allée voir les mamans dans les restaurants en me disant, écoutez, voilà, comment ça se passe, etc., etc. Bon, vos enfants vont manger un petit hamburger à 4 heures, mais il y a aussi un petit gâteau au chocolat, vous inquiétez pas, et des frites. Et donc, là aussi, on a fait un carton, c'est-à-dire qu'en 3 mois, on tournait à 20 anniversaires par semaine, le mercredi, le samedi et le dimanche, et je les animais. Donc, je faisais aussi les animations, donc j'ai pris 8 à 10 kilos. T'étais partout. J'étais partout, non mais il faut toujours tester son produit. Et ça, c'est une grande règle. Si vous demandez de vendre un produit, vendez-le vous avec, avec les commerciaux, avec les acheteurs, avec qui vous voulez. Mais pour tester, pour voir si ça fonctionne bien, pour voir si le prix que vous avez imaginé est le bon, pour voir si les gens apprécient le produit, puis t'entends si les oppositions, t'es dans le dialogue, donc c'est super intéressant. Voilà, donc la règle, c'est de croire à ce qu'on fait, de croire dans son produit, dans son offre, et de le mettre en promo à fond, de le développer. Alors, on sort un peu du cadre, mais comme tu es une entrepreneuse, ton avis m'intéresse. Il y avait une phrase qui disait si tu sors ton produit et que tu es satisfait de ton produit, c'est que tu l'as sorti trop tard. T'en penses quoi de ça? J'en pense que ça s'appelle le test and learn, c'est-à-dire qu'il faut toujours sortir son produit quand il n'est pas complètement abouti, parce que si vous attendez, deuxième proverbe, le parfait est la demi du bien, si vous attendez que tout soit parfait, ce sera trop tard. Et alors ce qui est marrant, c'est que chez Coca-Cola, dans les années 90, ils étaient déjà très test and learn. Et donc moi j'ai eu cette chance d'être éduqué dans un marché de test and learn. C'est-à-dire qu'on faisait les choses, c'était pas abouti, c'était pas forcément fini, il y avait pas toutes les études de marché qui validaient à 100% le produit, mais on y allait parce qu'il y avait un momentum, et ça c'est le grand mot que j'ai entendu chez Coca-Cola, il y a un momentum, et ce momentum il faut pas le louper, c'est un train qui passe, vous êtes dedans ou vous y êtes pas, donc mieux vaut y être, et puis après retravailler un peu, développer, changer, faire évoluer, adapter, parce que le parfait, le jour où c'est parfait, c'est plus d'actualité. Voilà, c'est toujours pareil. C'est une question de timing. Donc oui, puis si t'es toujours en R&D, tu rentres dans le tunnel de la mort et tu le confrontes jamais à tes clients. Et alors pour tous ceux qui ont sorti un site web un jour, vous savez que le jour où vous avez appuyé sur le bouton de la mise en ligne, 2 secondes plus tard, vous voulez changer un truc. Ouais. Donc voilà, allons-y tout de suite. Test and learn, c'est vraiment la règle. Donc je l'ai fait tôt, mais j'ai continué à le faire et ça m'a servi. C'est intéressant parce que alors c'est quand même une grosse machine de guerre, Coca-Cola, et qui soit sur ce mode agile, et d'ailleurs dès les années 90-2000, ça doit donner quand même effectivement une sacrée culture d'entreprise. Alors oui, ça donne une sacrée culture d'entreprise. Après, en marketing, ils étaient beaucoup plus sur les études de marché, sur les focus group, sur les études consommateurs, mais en commercial, on testait des choses, on les mettait en place. Il y avait un peu de part d'initiative aussi. À l'époque, tout n'était pas ultra centralisé, et ça a certainement changé aujourd'hui. Mais je pense que cette culture du test and learn, c'était la culture un peu américaine. Et quand effectivement, on a eu tout le staff qui était américain en 90, ça a permis de générer cette culture que les gens ont gardée, je pense, et que les gens ont fait perdurer dans la boîte. Et force est de constater que c'est une vraie bonne culture. Et puis on y va, quoi. Et alors, dans les années 2000, c'est les premiers pas de la Startup Nation. Ça bouillonne dans tous les sens. Et
Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là dans ta tête? Alors, ce qui passe dans ma tête, c'est ce qui s'était passé 10 ans auparavant. C'est-à-dire que quand je suis rentrée chez Coca-Cola, comme j'ai eu pas mal de petites expériences, de petits jobs, étudiants, etc., où j'avais monté, développé, etc., j'avais dans la tête de créer quelque chose. D'accord. Alors, je sais pas quoi, comment, un projet. Et chez Coca-Cola, on m'a permis aussi de créer un certain nombre de projets, notamment un qui m'a marqué, c'était ce qu'on appelle les comptoirs confiserie boissons, vous savez, dans les multiplex. Donc, il y a des comptoirs popcorn Coca-Cola. Ça, c'était très nouveau dans les années 90. Donc, je l'ai monté avec Coca-Cola et ça a été un gros succès. On a bâti toute la stratégie, toute la mise en place, les menus boards, les gobelets, les formations. Moi, je formais aussi les agents de comptoir, parce qu'ils vendaient des tickets de cinéma. On leur a dit, demain, tu vas vendre du popcorn et du Coca-Cola. C'est pas le même métier. Donc, c'est pas le même métier. Donc, on les a formés. Donc, j'avais bâti tout ça. Et voilà, j'ai beaucoup surfé sur ce succès chez Coca-Cola, puisque chaque fois qu'un débarquait des États-Unis, il avait envie de voir ce qui se passait dans les cinémas. Et j'avais piqué l'idée tout simplement à d'autres pays. J'avais fait une tournée en Angleterre, en Allemagne, etc., en Europe, et je m'étais dit, c'est ce qu'il faut faire en France. Donc là aussi, on m'a fait confiance. Donc c'est comme ça que j'ai renforcé ma confiance en soi, en moi d'ailleurs. Ça, c'est important. Ayez confiance en vous. Je pense que c'est important de se dire, on fait des choses bien. Et c'est d'ailleurs très français de se dire, on fait rien de bien, la concurrence fait mieux, j'aurais dû faire ça, j'ai pas pu faire ça. Il y a des choses qu'on fait bien, il faut juste les mentaliser, il faut juste en prendre conscience et ça donne de la force pour la suite. Et donc moi j'avais fait ces produits-là, j'avais fait ce concept-là dans les cinémas et je me suis dit en fait chez McDonald's j'avais aussi monté le business des anniversaires, là je monte un peu le business des popcorn dans le cinéma et les Coca-Cola. Je suis certainement capable de monter un business pour moi-même. Et donc tu as raison, dans les années 99-2000, il y avait une vraie énergie entrepreneuriale. On parlait de start-up, je connaissais pas le mot. On parlait de levée de fonds, on parlait de business angel, je connaissais pas le mot non plus. On parlait on était en plein dans la bulle. Voilà, et en plein dans la bulle. Et 99, elle avait déjà un peu éclaté. Donc moi, quand j'avais commencé à lever de l'argent en 2000, j'étais sur un terrain un peu glissant parce que 99, rappelle-toi, c'était la super année où tout le monde faisait des levées de 100 millions, etc. 2000, c'était déjà un peu plus compliqué. Il y avait certains qui avaient déjà pris un peu des ardoises, il y en a d'autres qui avaient déjà un peu perdu leur argent, et donc il a fallu vraiment que je développe le côté croyez en moi, croyez dans mon idée, on va y aller et faites-moi confiance et mettez un peu d'argent dans ma boîte. Donc c'est vrai que j'ai été déclenchée par cet univers, un peu par cet écosystème qui s'est créé de start-up et c'était renforcé aussi par mon mari à l'époque il est toujours chez L'Oréal, mais quand il revenait, il avait toujours une histoire de quelqu'un qui quittait L'Oréal pour monter une boîte. Donc Ludovic Bonneton, Geoffroy Roux de Bézieux, qui ont fait de belles routes après. Et donc du coup, il me racontait toutes ces histoires et je me disais mais c'est génial. Et c'est vrai que quand les boîtes ont recruté des profils, et c'était ce que faisait L'Oréal et toujours, c'est ce que fait Coca-Cola, c'est ce que fait d'autres sociétés, ce que font d'autres sociétés. Quand vous recrutez des profils entrepreneuriaux, c'est génial. Maintenant, il y a l'intrapreneuriat qui fait que vous pouvez les garder et les motiver en leur confiant des projets. Mais il y a aussi notre voie qui est l'entrepreneuriat. Et donc, c'est vrai que si, à l'époque, il y a beaucoup de gens qui se sont lancés, c'est parce que c'était des profils qui étaient déjà entrepreneuriaux. Et donc, toi, tu vas passer le pas. Je vais passer le pas. Alors, je vais passer le pas en me disant... Alors, j'ai d'abord eu l'envie, en fait. Pour tout te dire, je regardais mon émission préférée qui s'appelle Capital sur M6. Et je crois qu'on était, à ce moment-là, on devait être à peu près synchrone. Alors, moi, j'ai créé ma boîte en 2003. Mais effectivement, tous les dimanches soirs, je prenais une dose... ça a bien changé quand même depuis, mais tous les dimanches soirs à cette époque-là, tu prenais une dose de boost d'entrepreneur à mort. Ah oui, incroyable. Moi, j'adore cette émission parce que c'est comment rendre abordable un certain nombre de concepts économiques, entrepreneuriaux, business plan, etc. Donc, effectivement, j'écoute cette émission et je vois des investisseurs. À l'époque, c'était Bonnel SAP qui voit une start-up en disant écoutez, on mettra pas 10 millions, mais on en mettra 5. Juste pour dire, on va faire un geste, ils sont sympathiques, ces petits jeunes et tout. Alors là, je me suis levée, on mangeait des pâtes à la carbonara chez moi et j'ai regardé mon Jean-Claude en me disant écoute, là c'est le moment je crois parce que si eux arrivent à lever 5 millions, je vois pas pourquoi moi j'y arriverai pas. Si tu es d'accord, ça y est, c'est décidé, on lance une boîte. Je dis on parce que c'est un projet de vie, mais c'est quand même moi qui l'ai lancé. Et là il me dit allez, allons-y.
Et je lui réponds, écoute, il y a une condition, c'est que je pense que comme c'est risqué quand même, et que au début on se paye pas, que c'est pas facile, et qu'à l'époque il y avait pas toutes ces lois qui permettaient de toucher les assédiques en même temps que créer une boîte, etc. Moi, je me suis lâché des deux mains sans sécurité. Et donc je lui ai dit, écoute, engage-toi à rester au moins 3, 4, 5 ans dans le poste dans lequel tu es. Tu as déjà changé 2-3 fois. Moi, j'ai fait que Coca-Cola, donc à mon tour de prendre le risque. Donc c'est pour ça que j'insiste aussi, quand on est entrepreneur, il faut toujours avoir un qui soit en sécurité et un qui soit en risque. Très difficile d'être deux entrepreneurs, l'entrepreneuriat en couple compliqué. Enfin, en tout cas de mon avis. Après, chacun fait ce qu'il veut. Puis t'augmentes les facteurs de risque, tout simplement aussi. Oui, et puis c'est quand même de toutes les façons, même si on est super fort, super entraîné, super impliqué, super travailleur, c'est risqué. Donc le premier risque, il est financier, il n'y en a pas d'autre. Après, risque de fierté, on s'en fout, mais le premier risque, c'est l'argent. Faut avoir à manger le soir. Donc du coup, moi, Jean-Claude avait été d'accord pour effectivement tenir un peu la barre pendant ce temps-là, et donc j'étais dans l'esprit très libre de me lancer, et donc j'ai eu l'envie avant d'avoir l'idée. Et une fois qu'on a décidé qu'on allait créer, je me suis dit, tiens, qu'est-ce que je vais faire? Et j'ai regardé dans les marchés que je travaillais chez Coca-Cola. Il y avait ce fameux cinéma, il y avait le Art School, donc tout ce qui était école, éducation, où on mettait aussi du Coca-Cola, et il y avait le At Work, donc tout le marché de l'entreprise. Et là, on m'avait confié la distribution automatique à mettre dans les entreprises. Et donc, je m'étais aperçu que c'était les comités d'entreprise qui décidaient ou pas de mettre ces distributeurs, et que pour les toucher, il n'y avait pas de centrale d'achat ou de circuit de décision centralisé. Et donc, je me suis dit, tiens, ils ont tous besoin de cinéma, de parcs, de spectacles, de chèques cadeaux, de bons d'achat, de voyages. Pourquoi ne pas faire une centrale, un portail Internet? C'était la grande époque des portails, du discount, et pourquoi ne pas créer un portail où je mettrais tous ces produits en ligne pour pouvoir les vendre au comité d'entreprise. Voilà. Et donc Canal CE est né de cette idée qu'on a eu après l'envie, que j'ai eu après l'envie de créer. Et donc on a créé un portail pour les comités d'entreprise de billetterie, spectacle, cinéma, parc, voyage, voilà. Mais dès le début, tu lèves de l'argent, tu vas lever de l'argent? Alors oui, parce que ça c'était le concept. Vous créez une boîte en 2000, vous levez l'argent. Et donc en plus, on avait quand même besoin d'argent pour démarrer. Et moi j'avais mis bien sûr mes économies, mais j'en avais pas des milliers et des cents. J'avais 33 ans, je crois à l'époque. Et donc du coup, j'avais aussi investi dans la pierre, appartement. Donc une fois que vous avez mis vos économies, ça suffit pas. Et comme c'était l'ère de la levée de fonds, du business angel, je suis allée chercher des business angels et j'en ai trouvé qui ont mis de l'argent. Alors plus au début sur la tête de Sandra Legrand que sur ça joue souvent à ça. Ouais. Mais sur l'idée aussi qu'ils ont apprécié, qui était facilement compréhensible. Tout le monde sait ce que c'est qu'un comité d'entreprise, tout le monde sait ce que c'est qu'un billet de cinéma, spectacle, chèque, offre, etc. C'est vrai que par rapport il y a eu, à cette époque-là, il y a eu pas mal de projets un peu fumeux. Là, tu avais une lisibilité de ton projet par tout le monde et une compréhension possible par tout le monde qui fait qu'effectivement ça a pu libérer des leviers. De ces expériences de pitch, à des investisseurs, tu retiens quoi? Deux conseils là-dessus? Alors, moi d'abord, je suis une aficionados du pitch, j'adore ça, et je pense qu'il faut s'entraîner. D'ailleurs, on rebouclera, mais c'est aussi pour ça, avec Valérie, qu'on a créé Yappuka. Elle, parce qu'elle faisait beaucoup d'interviews de jeunes pour les exercer à l'entretien, que ce soit un entretien pour un concours d'école ou pour un stage ou pour un job. Et moi, parce que j'ai fait beaucoup de pitch entrepreneurs devant des investisseurs, des banquiers, des partenaires, etc. Et donc la leçon que je tire un peu du pitch, c'est que ça doit être un exercice dans lequel on doit se faire plaisir pour le faire bien. C'est un exercice dans lequel on donne tout. Et ça s'apprend. Ça s'apprend parce que le premier qu'on fait, il est maladroit, on n'a pas dit ce qu'il fallait, on n'a pas été assez synthétique, on n'a pas travaillé son storytelling. Et le deuxième, il est mieux, et puis on s'entraîne jusqu'à ce qu'on soit très confortable avec son histoire, et que dès la première minute, parce qu'on n'a pas non plus plus de 4-5 minutes pour faire une introduction qu'on a envie d'écouter jusqu'à la fin, donc il faut être impactant dès le début. Avec un chiffre, une histoire, une problématique et derrière la solution qu'on apporte. Voilà. Donc ça s'apprend. La structure d'un pitch s'apprend. La forme d'un pitch s'apprend. La voix, la tonalité, la posture, le regard, le rythme de la voix.
Moi, je parle assez vite. J'essaie de parler un peu plus lentement parce que les gens doivent. Ça va, ça passe, ça passe. Ça va, ça passe. Mais les gens doivent un peu enregistrer ce que vous dites. Et si vous parlez comme ça rapidement, etc., ils ont pas le temps. Donc, il faut faire quelques pauses. Il faut pas avoir peur des silences. Il faut savoir poser sa voix. Et puis surtout, il faut montrer un enthousiasme, une énergie, une envie débordante, parce que c'est ça qu'on va acheter. Voilà, les investisseurs, ils achètent d'abord l'entrepreneur ou l'entrepreneuse qui va les inspirer et où ils vont se dire elle ou lui, quel que soit le produit, elle va en faire quelque chose. Ouais. Voilà. Plus que l'idée. C'est-à-dire un bon entrepreneur avec un produit moyen, vous en ferez toujours quelque chose. Un super produit avec un entrepreneur qui n'a pas les moyens de le développer, vous n'en ferez rien. Donc l'exécution derrière, elle est aussi importante que l'idée. Et puis parce que la vie de l'entrepreneur, c'est de pivoter, de s'adapter, etc. Et si on a une équipe qui n'est que portée par un super produit, le jour où, la boîte se plante. Donc ça y est, tu vas te lancer, t'as trouvé des fonds, t'es encore toute seule à ce moment-là ou tu commences à rameuter les foules? Je ramène mon réseau, des amis, des copains, des gens qui s'étaient mis en congé sabbatique, d'autres qui s'étaient un peu arrêtés de travailler, qui se sont remis au travail. D'ailleurs, j'appelle ma copine Valérie Falala pour lui dire, il y a un sujet sur tout ce qui est juridique pour les CE, est-ce que tu veux bien monter ça avec moi? Et donc, elle me rejoint. Donc, je vais chercher, en fait, des amis. Des amis d'amis, parce qu'au début quand vous êtes pas grand chose, parce que quand les gens viennent ils vous disent d'accord mais tu as déjà tes des bureaux statuts, oui, ça commence, voilà, ils sont où tes bureaux? Je suis en train de voir parce que je suis avec un fonds qui va nous héberger en incubation. D'accord, ok. Et t'as déjà des plaquettes et tout ça? Non, pas encore. Et le site? Le site il sortira en septembre, on est en mai. Bon d'accord, ok. Donc faut vraiment. Faut des gens qui t'aiment un peu, ouais. Voilà, il faut des gens qui croient en toi. Et il y en a d'ailleurs avec qui j'ai déjeuné, avec qui j'ai expliqué ce que j'allais faire, mais que j'avais pas forcément envie de faire venir dans l'aventure, qui à la fin du repas m'ont dit, moi je viens. Ouais. Donc en fait, j'étais tellement enthousiaste en racontant ce projet, cette histoire, etc., que j'ai finalement réussi à faire venir des gens qui au début n'étaient pas du tout dans ce mood-là et qui m'ont dit mais ça a l'air génial ton truc, je viens. Voilà. Et là aussi, j'ai fait venir des gens que je connaissais, mais je suis pas allée chercher ou débaucher des amis qui étaient chez Danone, L'Oréal, Motorola, etc. Parce que je me suis dit, c'est quand même un peu risqué. Si je perds aussi mes amis, ça sera compliqué. Voilà. Donc c'est intéressant parce qu'on revient sur la notion de responsabilité et de responsabilité vis-à-vis des autres aussi. C'est marrant, tu vois, parce que j'ai eu ces mêmes réflexions en montant ma boîte, parce que la notion de risque, on peut l'accepter pour soi. Et puis je pense que toi et moi on est un peu des vendeurs, donc on peut vendre un truc mais derrière il faut que chacun prenne sa responsabilité justement. Absolument. Et c'est pour ça qu'il faut leur dire. C'est pour ça que moi j'ai évité à débaucher. Voilà. En plus j'étais vraiment dans l'âge où commencer à avoir des enfants, donc des copains qui étaient chez Danone avec déjà 3 enfants, c'était compliqué de leur dire viens, ça va être une super aventure, je sais pas trop ce que ça va donner mais ça va être top. Donc je me suis pas risquée à ça, je l'ai fait plus tard, notamment une de mes amies qui s'appelle Carole Gallon, que je suis allée chercher plus tard quand sa situation était différente et à qui j'ai dit viens me rejoindre pour faire ma direction commerciale, quoi. Voilà, et ça s'est très bien passé. Donc on travaille aussi beaucoup avec des gens qu'on connaît bien, qu'on aime, qui nous aiment, parce que c'est une histoire de famille au début, famille élargie, famille amie. Ça démarre tout de suite. C'est-à-dire que tout de suite t'as l'attraction qui est là et t'as les premiers clients qui tombent. Eh bien, si tu connais Pierre, des business qui démarrent tout de suite. Non, mais je demande, moi, je suis innocent, comme l'enfant qui vient de naître. Écoute, tout de suite, j'irai pas jusque-là. Non, au début, alors, je veux dire, ce qui m'a sauvée, c'est que de ma culture, bien évidemment, Coca-Cola, j'étais très chiffre d'affaires, très chiffre. Et donc, dès le début, je me suis dit, il faut faire du chiffre. J'ai pas attendu d'avoir le plus beau site du monde, comme tu disais tout à l'heure, la plus belle revue de presse du monde. Je me suis dit, assez vite, ils vont vendre. Et j'ai des copains, notamment un copain qui s'appelle Patrick, Laurent Springs, qui m'a dit, écoute, vends, quoi qu'il arrive, même si tu vas dans la rue pour vendre tes produits, tu téléphones, tu fais ce que tu veux, mais il faut vendre. Et donc, je me suis dit, effectivement, il faut vendre. Et donc, très vite, j'ai fait du chiffre d'affaires. Et je l'ai fait comment? Pas par Internet, puisqu'à l'époque, rappelle-toi, en 2000, on n'avait que des sites qui étaient plutôt des sites vitrines. Qui n'étaient pas du tout commerçants, qui n'étaient pas e-commerçants. Et donc, je l'ai fait au téléphone.
Donc j'ai pris mon téléphone, j'ai fait prendre le téléphone à des commerciaux et j'y suis allée. Donc je vendais des produits et puis j'avais un premier commercial qui allait vendre des abonnements. Et là j'avais un super chasseur, il s'appelait Bertrand Rosé, il s'appelle toujours d'ailleurs. Et lui c'était un super chasseur qui m'a vraiment défriché le terrain et qui m'a signé mes premiers comités d'entreprise parce que j'avais un concept d'abonnement. Donc les CE devaient s'abonner à mes services et après je vendais les produits. Et donc l'abonnement était ma première source de revenus et après on avait les produits qui faisaient qu'ils restaient abonnés. D'ailleurs c'était pas évident, j'y reviendrai après. Entre les chasseurs et les éleveurs, on a toujours besoin d'entretenir nos clients. Mais tout ça pour dire que j'ai commencé à faire du chiffre d'affaires par téléphone et puis ça a mis quand même 2 ans. Et au bout de 2 ans, je vois, parce que j'avais tous les téléprospecteurs que j'avais recrutés qui vendaient, et je vois une ligne qui s'appelait Monsieur Web. Et cette ligne était vide jusqu'à un moment où, le samedi et le dimanche, j'ai eu Monsieur Web qui a vendu. Et là, j'ai ouvert le champagne le lundi matin. Donc, mes équipes m'ont dit, mais que se passe-t-il? Qu'est-ce qu'on fête? C'est un anniversaire? Pas du tout. On fête le fait que, ça y est, on est sur le web, notre site est marchand, il vend, et il y a un Monsieur Web qui vend même le week-end, qui nous coûte pas très cher, enfin, il nous a coûté cher en développement, mais voilà, il fait pas de bruit, mais il rapporte de l'argent le samedi et le dimanche, et puis après 20h, j'avais des ventes après 20h. Donc ça a été un vrai adrénaline. Je me suis dit, waouh, génial, ça y est, on est rentré dans le foyer. Les gens nous commandent quand ils sont en famille le week-end, qu'ils veulent aller chez Disney, ils commandent des produits ensemble, ils commandent des cinémas, ils commandent des spectacles, ils commandent leurs voyages. Et donc ça a été un vrai développement, un vrai, comme on dit, start-up de la boîte. Donc mais c'est arrivé au bout de 2 ans, le web, la vente par web. Mais oui, mais c'est synchrone avec le développement ou en tout cas l'élargissement de l'accès au débit, etc., parce que bon, ça a été quand même assez, je veux pas dire lent, mais en tout cas voilà, il y a eu des moments, il y a eu des moments phares, et c'est intéressant, c'est que ta boîte était prête au bon moment. Alors c'est peut-être un peu 2 ans de vache maigre, mais le jour où ça a commencé, t'étais là. Oui, c'est pour ça que c'était important d'avoir un peu levé quelques fonds, parce que si j'avais pas eu de réserve, j'aurais pas tenu. C'est ça en fait. Pourquoi on lève des fonds? Pas forcément pour dire tiens, on a de l'argent dans les caisses. C'est parce que on sait que ça démarre pas tout de suite. Donc il faut avoir les fonds pour avoir un peu les reins solides pour pouvoir attendre que ça démarre. Moi, je le vois encore dans cette nouvelle aventure. Il n'y a plus qu'à, c'est à la fois, on y reviendra, mais envers les étudiants, parce que les étudiants vont faire sur la plateforme leur demande pour être coachés, pour avoir un coaching sur l'entretien par des coachs. Et puis j'ai le B2B où je m'adresse aux écoles et aux entreprises. Et effectivement, le B2B, on le maîtrise mieux parce que on va envoyer des propositions, on va les négocier, on va les signer, et ensuite l'école va nous prendre. Voilà, il y a des process, c'est de maîtriser. Le B2C, ce qu'on appelle le B2C, c'est-à-dire grand public, ça l'est moins. C'est-à-dire qu'on sait parfois pourquoi les gens viennent sur le site, on le sait pas toujours. Pourquoi ils viennent, ils achètent pas. Pourquoi ils viennent, ils achètent. Pourquoi ils réachètent ou pas. Pourquoi ils ont un panier moins de 300 € et pas de 600. Enfin, voilà, tout ça, c'est vraiment apprenant et c'est pas évident le B2C. Voilà, c'est pour ça que moi, Canal CE, c'était un modèle très B2B. C'était les CE, donc c'est des entités morales, c'est des sociétés. Et puis après, derrière, c'était les consommateurs, les salariés qui consommaient. Mais je négociais avec le CE, c'était du B2B. Là, je découvre un peu le B2C et le B2B. Et c'est pour ça que j'ai bâti avec Valérie un modèle un peu mixte. Après, il y a un point, je me suis fait la remarque au tout début de notre entretien, et là, ça revient. Et c'est finalement une marque de fabrique pour tous les entrepreneurs. C'est que la priorité au cash et les problématiques de cash, c'est le truc qui t'empêche de dormir le soir. Au-delà du développement des clients, etc., c'est le cash. Est-ce que à la fin du mois, je peux toujours payer les gens? Et ça, c'est comme une rengaine de l'entrepreneur. Enfin, je pense que c'est l'angoisse première, et ça fait un vrai différentiel entre ceux qui sont en responsabilité dans l'entrepreneuriat et des jobs salariés. Bien sûr, tu as raison. On n'a pas de filet. C'est-à-dire, vous faites un mauvais mois dans une boîte, vous tenez pas vos objectifs. Au pire, vous avez un avertissement ou une remontrance du manager, mais vous arrêtez pas de vivre. Votre salaire tombe à la fin du mois. L'entrepreneuriat, si vous faites pas vos objectifs, 1 mois, ça commence à poser des problèmes, 2 mois, plus de problèmes, 3 mois, vous mettez en risque la boîte, etc. Donc, moi, j'avais des investisseurs, des business angels qui m'avaient dit, écoute, Sandra, retiens une chose,
The name of the game is cash. Ou alors cash is king, on le prend comme on veut. Et donc cette petite rengaine, elle a toujours été là. Et donc j'ai toujours fait attention à mon cash. Moi, je prenais la température tous les matins de mon cash sur mes banques, sur mes comptes, etc. Là aussi, je suis restée longtemps avec une seule banque qui m'a bien soutenue, c'était le Crédit du Nord. Mais très vite, si j'ai un conseil à donner aux entrepreneurs qui nous écoutent, ayez 2 ou 3 banques, voilà, parce que à la fois vous diluez le risque, à la fois elles se rassurent entre elles, et à la fois ça permet d'équilibrer les flux. Tu peux jongler un peu. Oui, et puis de négocier, et puis de benchmarker, etc. Donc oui, le cash c'est très important. On dit toujours qu'il faut anticiper. C'est vrai. Parfois vous êtes un peu rattrapé par la police, comme on dit. Hein. Non, mais c'est vrai que la croissance c'est un bon sujet, mais la croissance ça se finance aussi. Parce que qui dit croissance dit du BFR. Il faut financer le BFR. Besoin en fonds de roulement. Voilà, le besoin en fonds de roulement, c'est-à-dire vous achetez des stocks, vous avez des frais, etc. d'exploitation. Et puis 2. Vous avez ce qu'on appelle un encours client, c'est-à-dire vos dettes, quand vous facturez un client, si vous payez pas tout de suite, ça fait un encours client. Et moi, un jour, ma comptable m'a dit, mais Sandra, vous vous rendez pas compte, vous avez 350 000 € d'encours client. Alors, je dis, bon, mais qu'est-ce qui se passe? Eh ben oui, mais vos clients vous payent pas assez vite, hein. C'est-à-dire, ils vous payent à 60 jours, à 90 jours, faut les faire payer plus vite. Alors, j'ai dit, OK. Il y a des très belles boîtes qui se plantent à cause de ça, hein. Ouais. Mais j'ai dit, c'est bon signe d'avoir un encours client qui augmente, ça veut dire que vous facturez, ça veut dire que vous vendez. Ouais. Oui, c'est bon signe, mais il faut récupérer l'argent. Et moi, j'ai eu beaucoup de discours avec les équipes en me disant, voilà, je vous explique la route du cash. Voilà, pour que vous compreniez que quand je vous demande d'aller chercher les règlements, d'aller chercher les chèques, c'est pas pour vous punir, c'est pour vous dire que sinon, moi, je n'achète pas de ticket UGC. Et vous en aurez pas, et vous allez voir, ça va vous poser un problème. Donc le cash, voilà comment il vient. Il y a ça, les stocks, les trucs, les machins, les encours, les fournisseurs. Est-ce qu'on les paye vite, pas vite? Donc une petite leçon de comptabilité très basique qui fait qu'après les gens ont vraiment compris. Et moi je dis souvent dans une entreprise, la vente est l'affaire de tout le monde, et je veux que tout le monde vende dans une entreprise d'une manière ou d'une autre, un pitch, un réseau, un contact, peu importe. Et je dis que le cash est l'affaire de tout le monde aussi dans une entreprise. Quand je dis entreprise, c'est entrepreneur, TPE, PME. Après quand vous êtes dans des grosses boîtes, c'est différent. Alors je veux pas présager de quoi que ce soit, mais tu t'es fait 11 ans chez Coca-Cola, marketing, vente. T'arrives dans l'entrepreneuriat, les maîtriser. Alors, ok, t'as fait l'IAE, la Sorbonne, etc., etc. Très bien. Mais ça veut dire que il y a des trucs que tu dois réapprendre ou recomprendre, ou, enfin, tu vois, t'as une zone de montée en compétences aussi sur plein de sujets. Là aussi, c'est test and learn. C'est-à-dire qu'au début, moi, j'avais jamais vu un bilan. Et donc la première fois qu'on me présente mes chiffres, alors j'avais quelque chose, c'est que j'avais une appétence pour les chiffres. D'accord. Voilà, comme effectivement j'étais commercial, je savais ce que c'était qu'un chiffre d'affaires, je savais ce que c'était qu'un prévisionnel. Voilà, j'avais une appétence pour les chiffres, mais je connaissais pas ni la finance, ni la comptabilité, ni la gestion. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, je vais pas être comptable, je vais pas être contrôleur de gestion, mais en revanche, je veux tout comprendre. Donc, ce qu'il faut, c'est bien s'entourer. Donc, le premier qu'il faut avoir de bon à vos côtés, c'est l'expert comptable. Le deuxième, c'est l'avocat. Oui. Et ainsi de suite. Et donc, moi, quand mon expert comptable est venu me présenter mon bilan, mon premier, qui était de 18 mois, j'avoue que j'ai rien compris. Et donc, je lui ai dit, écoutez, vous allez m'expliquer, parce qu'il n'y a que vous qui pouvez m'expliquer. Je peux pas demander à mes équipes de m'expliquer mon bilan. Non, ça fait pas sérieux. Ça fait pas sérieux. Puis à l'époque, j'avais pas de comptable, j'avais pas d'RH, j'avais pas de gestion. Enfin, vous voyez, donc je lui ai dit, vous allez rester là jusqu'à ce que je comprenne. Je pense qu'ils sont restés jusqu'à 23 heures. Séquestré. Oui, séquestré. Mais j'ai compris, parce que je suis pas plus bête qu'une autre, donc je vais comprendre pourquoi quand je signe 250 000 € d'abonnement, j'en ai sur le chiffre de l'année que 150. Parce que vous savez, l'abonnement c'est 12 mois, 24 mois, donc du coup on le fait courir sur les années futures. Donc vous inquiétez pas, c'est pas perdu. Vous avez déjà 100 000 € de fait pour l'année prochaine. Alors j'ai dit c'est une bonne nouvelle, mais j'aurais préféré les avoir là parce que j'avais besoin de chiffres, pour montrer des chiffres un peu. Mais elle me dit mais c'est comme ça, c'est la règle. Donc on apprend, pareil les immobilisations, mais c'est quoi une immobilisation, etc., etc. Donc on apprend. Et après, ça devient un jeu, hein, parce que. Mais chaque fois, j'ai eu des rendez-vous avec mes experts comptables qui me commentaient mes bilans, qui me commentaient mes situations. Voilà. Donc le secret, c'est de suivre vraiment. C'est-à-dire que c'est pas le bilan une fois par an qu'on regarde. C'est tous les mois vos situations, vos chiffres, vos tableaux de bord. Premièrement, c'est de suivre. Et le deuxième secret, c'est de se dire qu'on n'est pas plus bête qu'un autre et qu'on peut comprendre.
parce que ça se comprend. Ouais, c'est pas très compliqué en même temps. Voilà, c'est pas très compliqué. Faut un peu les travailler. Et une fois que vous avez ça, ben vous y arrivez quoi. Ok, je note. Donc un bon expert comptable, un bon avocat. J'abonde. Ça peut sauver la vie. Ah oui, ça peut sauver parce que moi les avocats, par exemple, j'ai fait ma première acquisition chez Canal CE grâce à mes avocats parce que j'avais jamais envisagé faire une première acquisition au bout de 3 mois. Sachant que t'en as fait 13 au total. J'en ai fait 13, mais c'est la première qui est la plus difficile parce que la première, vous imaginez pas comment ça peut se passer, qu'est-ce qu'il faut faire. Moi, j'avais pas envie de donner mon cash complètement sur cette acquisition, donc c'est avec les avocats qu'on a travaillé des modus vivendi un peu différents, quoi, des opérations. Comment c'est arrivé le sujet justement parce que ok, donc t'es en croissance, le business est plutôt bon et alors c'est toi qui te dis tiens, je vais faire de la croissance externe, c'est comme ça que ça s'appelle? Alors pas du tout parce que ça c'est arrivé assez tôt, j'étais pas encore en totale croissance, hein, mais en fait j'avais un monsieur qui était près de l'âge de la retraite, qui faisait des bons d'achat et qui travaillait en famille. Et il en avait un peu marre parce qu'à Noël tout le monde travaillait, c'était la grosse période pour les bons d'achat. Et quand il m'a vu arriver sur les salons, parce que j'ai fait les salons des comités d'entreprise, donc j'avais pris un grand stand, j'avais des ordinateurs partout, donc j'ai un peu impressionné. Il m'a invité à déjeuner. En plus, coïncidence, on était dans la même rue, la rue de l'Ourmel. Donc il m'invite à déjeuner, donc moi j'y vais. Là aussi, règle de base, toujours connaître ses compétiteurs, ses concurrents, parce que derrière ça peut générer des idées, soit de collaboration, soit en tout cas de respect. Et donc du coup, je vais déjeuner avec lui et je comprends au fur et à mesure du déjeuner qu'il veut me vendre sa boîte. Ouais. Et j'avais pas du tout compris pourquoi il m'invitait pour déjeuner. Et donc du coup, j'ai compris qu'il voulait me vendre sa boîte. Et là, je me suis dit, on va étudier ça, on va regarder. Et avec mes avocats, on a fait le montage après pour que ça marche. Excellent. Voilà. Et effectivement, ça a été la première d'une longue série, parce que 13, c'est pas mal, hein, quand même. Oui, après, je suis allée les chercher. Après, on avait une vraie stratégie, ce qu'on appelle de croissance externe aussi, en plus de la croissance interne. Sinon, on n'aurait pas fait 70 000. Comment on fait pour éviter les mauvaises affaires quand on rachète une boîte? Ça, on essaie de les éviter, mais on les évite pas toutes. Moi, j'en ai fait 2 mauvaises, qui étaient des mauvais jugements, en fait. Après, vous pouvez pas tout prévoir, parce que les ventes, elles mettent pas 18 mois à se faire. Donc, à un moment, il faut un peu faire confiance. Et moi, j'avais un business angel qui m'avait dit, écoute, ce qu'il faut, c'est que en face de toi, tu aies l'impression que la personne est honnête. Voilà. Et si la personne a l'air honnête, sa boîte sera à peu près bien gérée, et même s'il y a quelques petits soucis, on les gérera. En revanche, si tu as vraiment l'impression qu'il est malhonnête, etc., n'y va pas, parce que tu trouveras des cadavres dans le placard, et c'est un conseil de bon sens qui est assez vrai. Ok. Donc, toute cette belle aventure va durer 16 ans, et à un moment, on l'a dit en intro. Alors, je sais pas si tu peux en parler ou pas, mais comment va se passer cette vente? Est-ce que c'est toi qui te dis là j'ai envie de faire autre chose? Est-ce que c'est une opportunité qui vient de l'extérieur? Et comment ça se passe? C'est toujours des moments vraiment particuliers, ça. C'est des moments particuliers et particulièrement difficiles. C'est pas toujours facile, loin de là. Moi, c'est un concours de beaucoup de choses. La première, c'était que la boîte était dans une situation où il fallait travailler beaucoup plus la gestion, la productivité, etc., et moins le développement, ce qui était moins mon savoir-faire. J'arrivais aussi dans une période où mes concurrents avaient été plus ou moins rachetés par des grosses boîtes, donc j'étais un peu l'indépendant, et c'était une situation un peu dangereuse parce que j'avais moins de moyens qu'eux et ils pouvaient demain mettre un abonnement gratuit, ou c'est ce qu'ils ont fait après d'ailleurs. Ils pouvaient tuer le marché, Et ils pouvaient tuer le marché. Donc, quand on est indépendant face à des gens qui sont regroupés, c'est toujours compliqué. Et puis, j'avais des investisseurs qui voulaient aussi sortir d'une manière ou d'une autre parce que le timing était arrivé, ce qu'on appelle les clauses de sortie. Et puis moi, j'avais aussi un peu envie de faire autre chose parce que finalement, je me retrouvais moins dans la boîte au bout de 16 ans et la tournure qu'elle prenait, etc. Et donc, tout ça m'a permis d'avoir une opportunité. J'ai pas fait la vente de ma vie comme je l'espérais, mais j'ai mis la boîte dans des mains d'industriels avec des projets qui ont continué, qui se sont développés, avec des salariés heureux qui sont partis dans une deuxième aventure. Et ça, c'était important pour moi que les équipes soient contentes du racheteur, parce que c'était important de voir que ce groupe allait avec beaucoup de valeurs humaines, beaucoup d'ambition dans les projets,
et qui ont remis aussi de l'argent dans la boîte pour développer un certain nombre de choses. Donc voilà, c'était un momentum où moi j'avais envie un petit peu d'arrêter, et puis voilà, ça s'est fait. Comment on fait je regrette pas. Comment on fait pour encaisser ça quand on est quelqu'un qui dit j'ai 3 enfants, mes 2 plus ma boîte? Parce que c'était un ado, 16 ans, c'est un ado. Ah oui, c'est vrai. C'est le temps de le lâcher, vivre sa vie. Les ados, ils s'en vont, si c'est pas eux qui partent, c'est vous qui leur dites, allez, va prendre l'air parce que c'est important. Donc, 16 ans, c'est une belle tranche de vie. Donc, je ne regrette absolument rien. J'ai passé des moments formidables, des moments plus compliqués, bien sûr, mais voilà, c'est une très belle tranche de vie. J'ai appris beaucoup de choses. J'ai fourni de l'emploi à plus de 2500 personnes parce que pour en garder 200, on va dire, en stock, ça veut dire qu'il y en a 2500 qui sont passés et indirectement beaucoup plus. Donc voilà, je suis fière de ce que j'ai créé, que j'ai développé et c'est ça qui m'a permis de dire l'entrepreneuriat est un bon virus et c'est comme ça que j'ai eu envie de redémarrer autre chose. T'as écrit un premier ouvrage d'ailleurs qui s'appelle Entreprendre un peu beaucoup passionnément. C'est à ce moment-là que tu l'écris ou c'est un peu avant? Non, je l'ai écrit au bout de 10 ans, parce que je trouvais que les 10 ans de la boîte, ça devait se fêter, et que parce que j'avais 2 objectifs dans ce bouquin. Un, c'était de répondre à tous les entrepreneurs qui venaient me voir à la fin de mes interventions, parce que j'étais sollicitée par le salon des micro-entrepreneurs que j'adore, qui s'appelle SME maintenant, le salon des entrepreneurs que j'adore aussi. Enfin, bon, j'intervenais assez régulièrement, en plus en étant une femme créatrice d'entreprise en croissance. Donc c'était les 3 critères que voilà, il y en avait pas tant que ça, il y en a toujours pas tant que ça d'ailleurs, et donc du coup je me disais tous ces entrepreneurs qui viennent à la fin me dire vous avez dit ça sur les banques, sur le réseau, sur le truc, sur le machin, comment je peux les aider? Et donc ce bouquin, c'était vraiment pour livrer toutes mes recettes, et toutes mes recettes sont dans ce livre de façon très généreuse, j'en ai gardé aucune pour moi, et donc c'est accessible parce que je montre aussi les faiblesses du début, comment je les ai soignées, etc. Et je mélange un peu ma vie privée, ma vie pro. Donc le deuxième objectif, c'était aussi de montrer que pour les femmes, créer une entreprise, c'était fantastique, et que c'était pas mettre sa vie privée à la poubelle, c'était pas négliger ses enfants, etc. Donc c'était faisable, et moi je pense que j'ai bien élevé mes enfants, avec mon mari bien sûr, et ensuite même séparé, il a joué son rôle, et très bien. Donc, et la troisième chose, c'est que je m'étais dit, mes enfants quand j'ai créé, ils avaient 1 et 3 ans, j'ai pas envie qu'ils se disent tiens, qu'est-ce qu'elle a fait maman, on n'a pas tellement compris cette histoire de Canal CE, Galidea. Et donc j'ai écrit ce bouquin aussi pour qu'ils puissent le lire et qu'ils comprennent en fait ce que j'ai vécu pendant cette période Canal CE, Galidea. Et donc mes fils l'ont lu quand ils ont eu 15, 16, 17 ans. Et il y en a même un qui m'a dit j'étais dans l'avion et puis je me suis mis à pleurer. Chouchou. Oui, à côté de moi, il m'a dit, mais qu'est-ce que ce grand gaillard d'1m85 pleure? Il a dit, je lis le livre de ma mère, mais c'est parce que voilà, c'est un livre qui est, c'est mignon. Un livre qui est assez émouvant, et je parle d'eux, bien sûr, je parle de mes voilà, de ce que j'ai vécu, et voilà, c'est un livre qui est assez fantastique. Je le dis parce qu'on me l'a beaucoup dit, c'est pas pour. Alors, c'est un collector, vous le trouverez plus, peut-être sur Amazon. Même sur Amazon, il est en rupture de stock. Il y a des vieilles éditions. Il y a des occasions. D'occasion. Mais voilà, c'est un livre qui est un mix de vie privée, vie pro, et où j'explique beaucoup de choses de façon généreuse, et je parle de ma vie de femme, et je vais jusqu'au bout de l'histoire. Voilà. Mais et donc un deuxième ouvrage est arrivé. Alors ça devait être en 2017-18. Ouais, 2016. C'était avant que je mette l'entreprise dans les mains de Up. Donc #ambition. #ambition. Ça c'est Evelyne, avec qui je m'entends très bien, donc qui est une super entrepreneuse, et on se ressemble assez. On était ensemble chez Croissance Plus. Qui vient de vous vendre sa boîte. Absolument. Booster Academy. Booster Academy, voilà, c'est la reine de la vente. Ouais. Et Evelyne, on se voyait de temps en temps, mais toujours un peu en coup de vent, dans des cocktails, dans des dîners, etc. Et puis à un moment, on se dit, tiens, si on faisait si on écrivait ensemble un bouquin, parce que ça nous permettrait aussi de nous voir, et puis c'est un joli projet qu'on pourrait faire ensemble. Et donc on se dit, tiens, qu'est-ce quand on te dit oui, vous êtes ambitieuses toutes les deux, ça c'est plutôt d'après toi une qualité, ou enfin c'est une critique ou c'est un compliment? Et on se dit toutes les deux, on sait pas trop en fait, parce que dans la bouche des gens, être ambitieuse, ça peut être un peu une critique. Donc on se dit ce mot ambition, il est mal placé. Si on dit de quelqu'un oui, t'es ambitieuse, elle est ambitieuse, c'est une petite critique sournoise, et quand on dit elle a aucune ambition, c'est une grosse critique. Du coup, on s'est dit c'est dommage, parce que ambition c'est un très joli mot. Moi je l'ai beaucoup utilisé chez Coca-Cola. Donc, faisons quelque chose sur l'ambition. #ambition, c'est vraiment redonner ses lettres de noblesse à ce beau mot
qui est l'ambition, mais la belle ambition. C'est comme le cholestérol. Il y a le bon et le mauvais cholestérol. Ah, je l'avais pas vu celle-là. Ouais. Eh ben, l'ambition, c'est pareil. Il y a la bonne et la mauvaise ambition. Nous, bien évidemment, on a choisi notre camp. On est allé sur la bonne ambition, l'ambition généreuse, l'ambition qui fait avancer, l'ambition qui se partage. On parle de co-ambition, l'ambition qui évolue. On parle d'uber-ambition. Donc voilà. Donc ce livre, il a été à la fois bien dans le timing parce que du coup j'ai fait beaucoup de conférences. Voilà, Evelyne en a fait quelques-unes avec moi, mais moi comme j'étais un peu plus libérée en 2016-17, j'ai fait beaucoup de conférences sur l'ambition, que ce soit pour des clubs de femmes, pour des clubs entreprises, pour des parterres d'entrepreneurs. Voilà, parce que je fais aussi des conférences, donc pour ceux qui nous écoutent, sachez-le, si vous voulez une conférence vivifiante et apprenante et sympathique, parce que l'idée c'est de se faire plaisir, je suis là et voilà, je mes best-of, comme on dit, l'ambition n'est un, mais beaucoup aussi sur le réseau, parce que tu viendras peut-être, Pierre, mais ouais, le c'était réseau... bon, tu vois, je viens de l'écrire sur mon petit carnet, dit là, réseau, voilà. Parler de réseau. Parce que tu es une femme de réseau. Alors, t'étais, il y a Croissance Plus, t'as été sur Fondation Croissance Responsable, Réseau Entreprendre, enfin. PME, tout ça. J'en ai fait beaucoup. Alors, au début, en fait, on est venu me chercher parce que comme j'étais. Attends. T'as été ambassadrice pour la France au G20. Oui. Non, mais attends, oui. c'est dans la série La Classe, c'est quand même pas mal, ça. Ouais. Oh, j'ai été femme en or aussi, j'ai fait plein de choses. Donc non, mais c'est vrai que les réseaux, pour moi, c'est indispensable et ça fait partie du job et ça fait partie du poste de chef d'entreprise, du CIO. Donc moi, j'ai beaucoup investi dans les réseaux. Au début, on est venu me chercher, mais après, c'est moi qui ciblais les réseaux que je voulais, dans lesquels je voulais être. Et c'est vrai que ça permet d'aller plus vite. Ça permet de connaître les gens plus facilement. Ça permet aussi de créer sa notoriété. Moi, par exemple, Canal CE, Calidea a eu une excellente notoriété. Il n'y a plus qu'à commencer à avoir de la notoriété parce qu'on rencontre des médias, on rencontre des investisseurs, on rencontre des banquiers, on rencontre des prestataires, on rencontre des partenaires, on rencontre des clients. Enfin, voilà, on rencontre tous ces gens-là, tout cet écosystème quand on va dans des réseaux. Alors, les réseaux, c'est quoi? Forcément, ça peut être des clubs. Vous l'avez dit, tu l'as dit. J'ai été vice-présidente de Croissance Plus pendant 6 ans et je suis toujours très impliquée. Mais ça peut être aussi des salons, l'occasion de salons, l'occasion de conférences, quand on assiste à une conférence. Donc, toute occasion est bonne pour créer du contact, faire du contact utile. Et puis aussi, se faire plaisir. C'est-à-dire que moi, je dis, il y a toujours le hard skills. Quand vous sortez, c'est ce que j'explique dans mes conférences, quand vous mesurez, parce que toute l'idée, c'est de mesurer ce que vous a rapporté une année dans un club ou 4 conférences ou etc. Donc il y a la mesure, on va dire hard skills. Est-ce que j'ai obtenu du chiffre d'affaires? Est-ce que j'ai créé des contacts utiles en médias? Est-ce que j'ai atteint mes objectifs que je m'étais fixés? Est-ce que j'ai réussi à trouver des partenaires ou des fournisseurs? Ça c'est le sonnant et trébuchant, le hard skills. Mais il y a aussi tout ce qui est soft skills. Et soft skills, c'est quoi? C'est le plaisir que j'ai pris, ce que j'ai appris, parce qu'on apprend, la formation, comment je me suis comportée dans ce réseau, est-ce que j'étais bien, est-ce que ça m'a permis de travailler un peu mon personal branding, comme on dit, ma notoriété, est-ce que j'ai pu faire un peu de lobbying, voilà, c'est des choses qui sont plus sur le savoir-être que le savoir-faire, mais qui sont tout aussi importantes. Et est-ce que ça m'a inspiré? Est-ce que ça m'a donné des idées pour mon business? Moi, je sais pas, quand j'ai écouté Bompard, Alexandre Bompard de Carrefour, qui nous a expliqué comment il avait passé 100 jours à comprendre, trouver l'ADN de Carrefour, etc. J'ai repiqué 3-4 idées que j'ai mis dans mon business. Oui. Parce que maintenant, toutes les idées dans n'importe quel business peuvent être mises chez vous, avec peut-être une ambition différente, tu peux transposer. Un contexte différent, voilà. Non, mais je dis ça parce qu'avant, on était Coca-Cola, on se mesurait à Pepsi, Orangina et Evian. Maintenant, Coca-Cola prend des idées sur L'Oréal, sur Free, sur Accor, les hôtels Accor, etc. Donc, voilà, on peut prendre des idées partout. Et donc, c'est vrai que je suis une femme de réseau, j'aime beaucoup ça, et j'ai à cœur d'expliquer aux gens comment le faire bien, parce qu'on peut tout à fait aller boire une petite coupe de champagne sympathiquement auprès d'un cocktail, mais ça fera pas le même effet que si on a préparé avant la liste, etc., etc. Bon, je ne livre pas toute ma conférence en ligne. Non, voilà. Mais ok. C'est le réseau qui t'a amené dans les conseils d'administration de l'Olympique Lyonnais et d'AXA, au moins. Oui, c'est le réseau. AXA, j'avais été repérée en faisant une intervention pour un club d'entrepreneurs. L'OL, c'était plutôt un chasseur de tête qui cherchait des femmes. C'est pas parce que tu étais branché foot ou quoi que ce soit.
Non, je suis certainement beaucoup moins branchée foot que d'autres garçons ou autres. Mais non, c'était parce qu'il y avait tout cet aspect billetterie en fait, parce que les parcs vendent de la billetterie, font des abonnements, etc. Donc effectivement, c'était pertinent. Bien. Ouais. Voilà, c'était pertinent. Voilà, et j'ai adoré être avec Jean-Michel Aulas et ses équipes qui sont brillantes. Et puis j'avais Suri, j'avais iMedia, là aussi je connaissais les PDG. Voilà, c'est un peu le réseau et puis le savoir-faire après qu'on nous reconnaît dans ce qu'on a fait. Et donc, on est en 2017. 2018, et tu te dis, il n'y a plus qu'à. Exactement. Il n'y a plus qu'à, c'est vraiment ça, c'est hop, on claque dans les doigts et on dit il n'y a plus qu'à. Alors ça paraît facile de dire il n'y a plus qu'à, mais ça ne l'est pas. Toute l'idée, c'est justement de se préparer. Comment germe l'idée c'est quoi justement cette nouvelle enfin c'est plus une nouvelle aventure parce que maintenant il y a quelques oui, ça fait 4 ans. Voilà, mais justement la genèse de tout ça la genèse, c'est Valérie Falala, qui est mon associée, et qui est une amie depuis 30 ans, et qui est aussi maman de 3 enfants, qui sont maintenant des jeunes adultes, qui entraînait, en fait, tous les jeunes de notre réseau. C'est-à-dire qu'on avait tous des enfants, entre 18 et 22 ans, à qui on disait, tiens, parle à Valérie, entraîne-toi. Appelle-la, tu vas voir. Appelle-la. Donc, elle faisait ça le samedi, elle faisait ça le dimanche, et à bout d'un moment, moi, j'étais libérée de Canal CE, Calidea, et je lui dis, tiens, il y a peut-être un business à monter, il y a peut-être un besoin, parce que si tu le fais comme ça, de façon de plus en plus fréquente, c'est que quelque part, il y a un manque, si on te trouve toi, c'est qu'on a du réseau, mais peut-être que ceux qui n'ont pas de réseau vont pas trouver Valérie Falala, mais on va essayer de leur proposer de trouver d'autres personnes. Et donc, c'est comme ça qu'on a eu l'idée de monter, en fait, à la fois une méthode, c'est Valérie qui a monté la méthode, et de monter aussi une plateforme, qui met en lien à la fois les jeunes qui veulent se faire entraîner, soit parce qu'ils ont un concours école, soit parce qu'ils ont un stage, une alternance, un entretien, donc, ou un premier emploi, avec une communauté de entraîneurs-coach, parce qu'on les appelle les entraîneurs-coach, on en a 175, qui effectivement sont des experts RH, des recruteurs, des formateurs, des comédiens, des avocats, des spécialistes de la prise de parole. Donc on a à la fois des jeunes, parce que c'est des jeunes étudiants confirmés qui sont en école de commerce, qui entraînent d'autres jeunes qui veulent passer les concours. Et puis on a des pros. Comme ça, les pros sont plutôt pour ceux qui veulent travailler l'entretien. Et donc, on fait matcher les deux et ils font 3 séances de coaching avec connaissance de soi, bien sûr, travailler son pitch, le fil rouge, valoriser son expérience, parce que souvent les jeunes ne savent pas qu'ils ont fait plein de choses intéressantes, donc il faut savoir raconter son expérience. Et puis la 3e séance, c'est de l'entretien à blanc. Voilà, on s'entraîne, on débriefe, on se réentraîne. Parce que justement, souvent les gens ont tendance à dire, tiens, je t'entraîne à l'entretien. Mais si on entraîne à l'entretien alors qu'on n'a pas travaillé l'histoire avant, le background, de ce qu'on peut mettre en valeur, etc., ça sert à rien. C'est très éphémère et c'est très factice. Donc nous, on travaille vraiment sur le jeune. Quand je dis nous, c'est toutes nos coachs, parce qu'on on en a 175, c'est pas que Valérie et moi, mais on travaille sur l'histoire du jeune, qui il est, ce qu'il a fait, etc., comment il peut valoriser son expérience, et pas que académique, bien sûr, toutes ces petites expériences, dans le sport, dans les associations, dans les projets. Au contraire, c'est ça qui est intéressant, parce que bagage académique, ils ont à peu près le même tous, donc... Oui, et puis après, on est très renseigné sur le bagage avec les notes, etc. Donc, ce qui fait la différence, c'est la personnalité, ce qu'il a fait de ses vacances, ce qu'il a fait de son temps, etc. Et puis après, bien sûr, de l'entraîner. Donc, on a cet aspect B2C auprès des jeunes. Et puis, assez vite, et ça, c'est intéressant, on a équilibré le modèle avec du B2B. Ouais, c'est ce que tu disais. Voilà, c'est-à-dire qu'on va proposer aux écoles des modules pour entraîner les jeunes, et notamment tous les jeunes qui cherchent des stages et de l'alternance, parce que c'est quand même ça, ou en master qui cherchent un premier emploi. Donc on les entraîne pour effectivement à travers donc les parcours qu'ils font en académique dans des modules d'1h30, d'une demi-journée, peu importe. Mais tu as raison, et puis il y a un vrai marché. Tu évoquais l'alternance. C'est vrai que les modèles des écoles, que ce soit d'ingénieurs, de commerce, vont de plus en plus vers l'alternance. Mais accompagner les jeunes vers l'alternance, justement, ça demande beaucoup de ressources. Et les écoles, très souvent, vont avoir besoin d'externaliser pour encaisser le volume, encaisser cette charge de volume. Absolument. Donc nous, on a un gros marché qui est les écoles. On travaille avec une 40aine d'écoles, commerce, ingénieurs, etc. Et on a dupliqué notre savoir-faire pour aller jusqu'au bout de la boucle, comme on dit, dans l'aspect on duplique auprès des entreprises où on fait de la formation à la prise de parole. Parce que on dit souvent,
c'est un passeport à vie. Quand on sait prendre la parole, quand on sait s'exprimer, quand on sait faire un pitch, quand on sait faire une bonne présentation alignée entre la forme et le fond, hein, c'est-à-dire les slides, ça fait pas tout. La présentation PowerPoint projetée, ça fait pas tout. Faut pas lire les slides, il faut savoir parler à côté des slides, compléter, avoir du charisme, un peu de leadership, de l'enthousiasme, etc. Donc c'est utile toute la vie professionnelle. Donc et ça fait vraiment la différence. Et moi je l'ai beaucoup vu, je reparle encore de Coca-Cola, mais chez Coca-Cola j'ai vu des présentations incroyables qui ne donnaient qu'une envie, c'était de rejoindre ou d'acheter. Ouais. Parce que la personne qui le déroulait, elle était juste exceptionnelle dans l'oratoire. Donc l'art oratoire, c'est un vrai art, ça se cultive, ça s'apprend, ça s'entraîne, et donc on le fait aussi pour les entreprises. Donc prise de parole en public, on a des profils incroyables, on a des anciens pilotes de chasse qui sont devenus coachs, etc. Donc c'est vraiment très apprécié. Et puis on le fait aussi, voilà, sur toutes les populations, qu'elles soient commerciales, négociations, managers, voilà. Justement, les tuteurs, les coachs, etc. Comment tu les trouves? Comment tu les sources, comme on dit? Donc c'est Valérie qui s'occupe de ça chez moi, chez nous, hein, puisqu'on s'est partagé. Donc moi je m'occupe plus de tout ce qui est B2B, négociation, les finances, la gestion, les médias, et Valérie s'occupe justement de cette communauté des entraîneurs. Donc on les trouve. Au début on a trouvé nos 10 ambassadeurs qu'on connaissait bien, oui. Et puis ces 10 sont devenus 20, puis 30, puis 40, puis 50. C'est-à-dire que à la fois ce sont les ambassadeurs ou les coachs qui nous recommandent d'autres. Mmh. Donc ça c'est le meilleur sourcing, parce que forcément les gens recommandent des gens qui leur ressemblent, donc on est content, voilà, c'est de la qualité. On a les médias qui nous amènent aussi pas mal de, voilà, le site aussi, et puis on est beaucoup sur la recommandation, voilà, donc on en a beaucoup. Valérie, elle a mis tout un check, enfin je suppose qu'il y a tout un process pour checker. Voilà, il y a un procès sur le background, etc. Il y a aussi un entretien par un comité de sélection, dont Valérie gère tout ça. Et surtout, on a eu peut-être 700 ou 800 candidatures, et pour le moment, on en a pris moins de 200, vous voyez. Donc, on est très sélectif, parce qu'on veut à la fois qu'ils aient le background, qu'ils sachent, bien sûr, dont le métier ou la pratique, et régulièrement de faire passer des entretiens, mais on veut aussi qu'ils aient les valeurs. Et les valeurs de Yapuka, c'est à la fois la bienveillance, mais c'est aussi l'exigence, hein. On n'est pas là pour dire que tout va bien, au contraire. C'est l'esprit d'équipe, c'est l'envie de partage, voilà. Donc ces valeurs-là, il faut qu'elles soient fortes, parce que forcément, travailler avec des jeunes, c'est pas comme faire du coaching en entreprise, hein, de dirigeants. Parle pas. Voilà, c'est pas pareil. Et donc les jeunes, faut les comprendre, faut les aimer, faut les respecter, et puis il faut aussi les secouer. Ouais, il faut aussi un peu les secouer. Tu disais que tu avais lu des retours d'expérience, vous avez eu des retours d'expérience de certains jeunes justement que vous avez coachés ou accompagnés, dont certains qui tiraient des larmes apparemment. T'en as un ou deux qui te viennent comme ça à l'esprit? Moi j'ai une maman qui un jour nous a écrit en disant, mais je ne sais pas ce que vous avez fait à ma fille, elle fumait, elle s'habillait très très mal avec des bottes et des grands manteaux, et là elle s'habille mieux, elle se maquille. C'est magique ton truc. Et surtout, elle fume plus. Donc, en fait, la jeune fille, elle a pris confiance en elle. Et elle s'est dit, mais j'ai fait plein de choses, je suis fière de ce que j'ai fait, alors qu'elle le mentalisait pas avant. Et donc, ça lui a donné totalement un autre paradigme. Et donc, c'est vrai que la maman nous a dit, vous avez été magique. Et puis, il y en a d'autres, des jeunes qui nous ont dit, écoutez, moi, j'étais sceptique au début, parce qu'on est toujours sceptique. Prendre conscience qu'on n'arrive pas à s'exprimer, ou pas comme on veut, ou pas avec le même impact qu'on souhaiterait, c'est pas évident. À l'école, on apprend à lire, à compter, à écrire, mais on n'apprend pas à parler. Et c'est vrai. C'est vrai. Et donc, alors maintenant, avec l'oral du bac, parce qu'il y a quand même le grand oral du bac qui va mettre un peu l'accent sur l'oral. D'ailleurs, on entraîne beaucoup de jeunes dès la terminale, parce que... Il y a eu une création de marché, là, madame. Il y a eu une création de marché, mais encore faut-il avoir envie de le faire. Mais comme on leur dit, ce que vous allez faire là, ça va vous servir pour les concours écoles, ça va vous servir après, derrière, etc. Donc, c'est vrai que les jeunes prennent confiance en eux, et c'est vrai que souvent, ils nous disent, au début, je pensais pas que ça allait m'aider, je l'ai fait un peu parce que mes parents m'ont un peu poussé, etc. Et finalement, ils m'ont dit, ça a été révolutionnaire, ça m'a appris plein de choses, vraiment, je vous remercie. Grâce à vous, j'ai trouvé ce stage, j'ai trouvé ce job, j'ai trouvé mon concours, je suis rentrée dans l'école de mes rêves, parce que c'est ça aussi. Et donc, les jeunes sont très reconnaissants. Et on a aussi les moins jeunes, quand on fait en entreprise,
on a un témoignage fantastique qui tourne sur YouTube en disant, bah écoutez, non seulement je pensais que c'était intéressant, mais là, je me dis pourquoi je l'ai fait à 55 ans. J'aurais dû le faire à 35 ans. Voilà. Et ça, c'est le plus beau compliment qu'on puisse nous faire. Là où y a une clé qui est intéressante et à laquelle moi je crois énormément, c'est la confiance en soi. Mais tu l'as dit d'ailleurs dans ton parcours, voilà, ça a été aussi une clé. Alors ça s'est construit d'abord avec tes jobs étudiants, puis après par la suite. Mais ça change tout parce que oser quand on n'a pas confiance en soi, c'est juste impossible. Ah ben, la confiance en soi, ça se construit. Et c'est vrai que le premier terreau de confiance en soi, c'est sa famille, ses parents. Alors, on l'a eu ou on l'a pas eu. Moi, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui ont vraiment eu confiance en moi, qui m'ont souvent dit on est fier de ce que tu fais, qui m'ont souvent encouragé à faire, qui m'ont aidé. Et ça, c'est c'est juste exceptionnel. On n'a pas tout ça quand on est jeune. Si on l'a pas eu, c'est pas très grave. Ça se construit après. Et ça se construit comment? Tout simplement en prenant conscience de ce qu'on fait bien, de ses succès. Et c'est vrai que si vous faites des petites choses et que ça marche, il faut vous dire, bah c'est top. Comment j'ai fait pour que ça marche? Et vous avez un peu de learnings. Et c'est vrai que je répète encore, mais toutes les petites expériences de petits jobs, tout ce que j'ai fait chez Coca-Cola m'a permis de me dire, bah voilà, tu sais faire des choses. Et puis quand tu y vas à fond, tu les fais bien et ça marche. Donc il faut, et moi je dis toujours les success stories. Nous on faisait on fait toujours d'ailleurs chez Yapuka des stand-up success story meetings, c'est-à-dire que tout le monde va donner les bonnes pratiques, les success stories, ce qu'ils ont fait de bien. Et je me rappelle chez Canal CE, je disais, ce que vous avez fait de bien, c'est important parce que il faut en avoir conscience. Au début, personne parlait parce que personne pensait à faire des choses. C'est génial comme truc, ça. Bah oui, c'est génial. Ça, c'est très Coca-Cola, comme on dit. Mais puis très anglo-saxon, mais moi j'aime bien. Ouais, on l'applique régulièrement. Et c'est vrai qu'au début, les gens se disaient, mais de quoi je vais parler? Je sais pas trop, qu'est-ce que j'ai fait de bien, etc. Et moi, j'en ai attrapé 2 dans le couloir en disant, si vous n'avez rien fait de bien pendant un mois, c'est que j'ai un problème. Enfin, vous l'avez, mais je l'ai aussi. Parce que si j'ai 200 salariés et que personne n'a fait des choses bien, j'ai quand même un gros problème dans ma boîte. Donc, je leur dis, réfléchissez. Et à la fin, les gens n'arrêtaient plus. C'est-à-dire que je disais, le truc doit durer une demi-heure, la réunion doit durer une demi-heure, il y a chips, coca et on est debout. Et à la fin, ça a duré 1 heure, il fallait que je les arrête. Et après, ils m'envoyaient sur mon mail en me disant, Sandra, on a aussi oublié ça, etc. Donc, ça mettait une énergie de dingue, comme on dit. Et ça permettait aux gens d'être fiers d'eux, de se dire, waouh, mais j'ai fait des choses. 2, ça permettait aux non-visibles. Non-visible, c'est quoi? C'est le cash, c'est la trésor, c'est le stock, la logistique, c'est la RH, etc. Toutes les fonctions support qui sont jamais très bien mises en valeur, parce que le commercial, le marketing, il a toujours plein de choses à dire. Mais ces gens-là, qui sont un peu dans l'ombre et qui sont indispensables à la chaîne de succès de l'entreprise, eh bien, je leur disais, c'est à vous de parler. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on n'a pas eu de rupture UGC? Parce que j'ai mis un logiciel, parce que j'ai fait ci, parce que j'ai anticipé, parce que j'ai regardé le planning et tout ça. Ça, il faut le dire. Parce que les commerciaux, s'ils ont une rupture du GC, ils vont être mal. Donc, c'est important de le dire. Donc, je faisais parler les non-visibles et je disais aux managers, vous ne parlez pas. Je veux que ce soit les équipes qui parlent. Parce que les managers, ils ont toujours tendance à prendre un peu la parole, c'est vrai. Mais je leur disais, c'est à vos équipes de parler. Laissez parler les équipes. Et donc, c'est vrai que ça mettait une belle énergie et les gens étaient fiers de ce qu'ils avaient fait, avaient compris qu'ils étaient un maillon indispensable dans la chaîne du succès de la boîte. Et 3, ils avaient aussi cette certaine fierté de se dire waouh, je comprends ce que font tous les gens autour de moi, quoi, parce que souvent dans les boîtes après vous avez des CEO, vous faites votre job et vous savez pas ce que celui d'à côté fait. Alors que là tout le monde se disait oui c'est vrai que t'as mis ça en place, c'est vachement bien, oui c'est vrai que t'as fait ça, c'est tout super, vrai que c'est vrai. Et donc voilà, il y avait une fierté commune, comme on dit, on a mutualisé la fierté de tous pour en faire une belle fierté collective. Donc, réunion debout, parce que voilà, moi je suis beaucoup pour la prise de parole debout. D'ailleurs, je parle toujours debout. Je trouve qu'on respire mieux, on a une meilleure stature, on a un meilleur ancrage. Donc, je voulais que les gens s'exercent debout. Voilà. Et donc, c'est quelque chose qu'on fait, qu'on réplique. Chez Yapuka, on fait aussi des meetings toutes les semaines. Voilà, on partage beaucoup. Partage du succès. Je vais faire ça avec mon équipe. Je trouve que c'est une super idée. Absolument. Et n'oublie pas les chips et le coca. Ah oui, du Coca-Cola. Forcément, forcément du Coca-Cola. Ok, c'est noté. Avant d'arriver sur les toutes dernières questions, j'avais juste une dernière idée qui me venait, c'est tu fais énormément de choses. T'as une vie hyper bien remplie. Comment on fait
les conseils que tu pourrais partager sur gestion vie privée, vie professionnelle. Comment on gère ce curseur-là? Alors ça, Pierre, c'est une question qu'on ne pose pas aux hommes et qu'on pose souvent aux femmes. Alors, mais moi, je me la pose à moi. Bon, ben c'est bien alors. Parce que ma réponse va être valable pour les hommes et les femmes. Ouais, c'était pas genré comme question. Franchement, dans mon esprit, ça l'était pas du tout. Hein. Dans l'esprit, ça l'est pas, mais souvent c'est des questions qu'on pose aux femmes parce qu'on se dit elles sont aussi mamans, elles sont aussi épouses, etc. Donc c'est vrai que on a plusieurs mandats. On est maman, on est épouse, on est femme, on est chef d'entreprise et tout ça s'additionne et il y a parfois comme on dit des zones un peu de frottement. Mais moi j'ai toujours dit je garde mes priorités. Mes priorités ont été mes enfants, par exemple. Et en aucun cas, je les ai fait passer après. Et c'est vrai que, du coup, je fais une petite colonne, 2 colonnes de lignes en disant, alors, qu'est-ce que j'aime ou j'aime pas? Déjà. Ouais. C'est un premier critère de choix. Je n'aime pas faire le ménage. Ouais. Très bien. Pareil. J'aime faire la cuisine, pas sûr. Maintenant un peu plus avec le confinement. Ouais. Et puis après, mon deuxième critère, c'est j'ai une valeur ajoutée ou je ne l'ai pas. Super intéressant ça. Tu vois, faire le ménage, quelle est ma valeur ajoutée? Aucune. Je le fais bien moins bien que beaucoup de gens ou de spécialistes du ménage et j'ai donc pas de valeur ajoutée. Donc je me dis pourquoi je vais faire ça? Je préfère passer mon temps à jouer au tennis avec mes enfants, à partager un cours de cuisine avec des amis parce que j'ai plus de valeur ajoutée. Donc j'aime pas, j'ai de la valeur ajoutée ou j'en ai pas. Et alors quand vous êtes sur ceux que vous n'aimez pas et sur lequel vous n'avez aucune valeur ajoutée, celui-là, boum, ça dégage. Ça dégage. Alors soit vous le faites pas, mais le ménage c'est compliqué de pas le faire, soit vous le confiez à quelqu'un, vous outsourcez on délègue et j'ai délégué un certain nombre de choses. Et c'est marrant parce que j'ai screené tout ça. Donc bien sûr, je délègue pas ce que je fais avec mes enfants, mais j'ai délégué par exemple le soutien scolaire parce que je pouvais pas le faire, ou alors je le faisais vite, je le bâclais, c'était pas bon. Et puis à un moment, je me suis dit, mais il y a encore un truc qui me pollue, c'est tout ce qui est administratif. Tu ouvres ton courrier, tu payes tes factures, tu dois faire ci, faire ça, tu dois appeler 3 fois l'administration parce que tu as besoin d'un papier pour les vacances, etc. Et j'ai trouvé quelqu'un qui peut faire ce qu'on appelle un personal assistant, qui fait pour vous les papiers administratifs. Et ça m'a sauvée. Parce que comme ça j'étais toujours à jour, j'avais mes bons papiers, mes bons rendez-vous et ça c'est le dernier truc que j'ai trouvé qui était vraiment génial. Ok, parfait. Voilà. J'adore l'idée de valeur ajoutée parce que il y a tellement de trucs qu'on fait sur lesquels on n'a aucune valeur mais ça tu as raison Pierre et c'est une grande leçon. Appuyez vos points forts, n'essayez pas de rattraper tous vos points de faiblesse, ça ne marchera pas. Vous êtes fort dans quelque chose, appuyez, soyez encore plus fort. Voilà. Moi, je suis fort dans la négociation, j'appuie là-dessus. Il y a des choses sur lesquelles je suis moins forte, la gestion quotidienne du back-office, etc. Je suis moins fort. Je peux un peu me progresser, je peux un peu m'améliorer, mais je serai jamais un cadre. Les autres le feront mieux, donc je leur confie ça et moi, je fais autre chose. Voilà. Ok, nous voilà partis pour les 7 dernières questions. Rituel désormais. Quand même. Ah mais c'est bon, ça commence à durer là, ça va. Sandra, dis-moi, quel est ton mot préféré? Positif. Ah, je m'attendais à ambition, mais en fait non, pas du tout. Positif. Non, positif. Dans la vie, il faut être positif et quand on est positif, on attire le positif. Ah mais ça, j'y crois à mort. Et l'optimisme attire l'optimisme, etc. Absolument. La chance, pareil. On me dit souvent, mais t'as de la chance, voilà. Non, je travaille ma chance. Quel est le mot que tu détestes? Je n'ai pas de bande passante. Ça, je le dis quelquefois, ça. J'ai plus de bande passante. Ouais. Mais quand mes équipes commencent à me dire ça m'inquiète. Ouais. Je leur dis, retrouvez de la bande passante, organisez-vous différemment. Je peux pas avoir chaque fois que je propose une idée, je suis désolée, j'ai pas de bande passante. Voilà. Moi, j'ai un agenda, comme tu l'as vu, hyper serré, je fais plein de choses. Mais j'ai toujours de la bande passante pour mes amis, pour des gens que je peux aider, pour des jeunes qui me demandent un service, pour un entrepreneur qui me demande une idée, etc. D'ailleurs, pour revenir sur la gestion du temps, etc., c'est assez intéressant de demander aux gens, quand tu es sur ces sujets, de te montrer leur agenda. Parce que dans leur agenda, souvent, et c'est très vrai sur les hommes, ça c'est vrai, c'est très genré, l'agenda, ça va être un agenda hyper professionnel. Et pourtant, ils te disent que leur priorité, c'est leur famille, leurs enfants. Mais leur priorité, elle n'est pas sur leur agenda. Enfin bon, c'était un petit aparté. Le son ou le bruit que tu aimes?
La musique. Toutes les musiques? Oh, j'aime bien les variétés françaises. Parce que moi je travaille avec les étudiants, je me prends du rap toute la journée, j'en peux plus. Ouais, hein. non, ma musique. D'accord. La musique que je choisis. Le son ou le bruit que tu détestes? Marteau-piqueur? Ouais, grand classique. Grand classique. Ton juron, gros mot ou blasphème favori? Oh, ben j'en dis pas beaucoup, figure-toi. Ouais. Une fille du Sud? Ouais, je dirais merde. Ouais. Voilà, mais bon, je le dis pas souvent. Justement, moi, je suis très vigilante sur les langages, sur la langue, sur le vocabulaire, et même quand mes fils sortent des super mots, super violents et tout, parce que les jeunes sont très dans ces mots-là, je leur dis, ça ne peut pas sortir de ta bouche, je n'étais pas élevée comme ça, et même dans un contexte familial, tu ne le dis pas, parce que sinon ça sortira à l'extérieur. Donc je suis vraiment vigilante, je n'aime pas les gros mots, je n'aime pas la vulgarité, et je veux pas que les gens le disent, ni en famille, en se disant c'est cool, c'est tranquille, c'est avec ma mère, non, ni ailleurs. Je suis intransigeante. Ça rigole pas, là. Non, ça rigole pas. La citation que tu aurais aimé prononcer. I have a dream. Ok. Martin Luther King. Parce que je l'ai souvent pensé, je l'ai pas toujours dit, mais je pense qu'il faut avoir un rêve. Mais c'est, alors, je suis un fan, moi, de Simon Sinek, etc., et qui cite ça, effectivement, comme exemple, parce que le I have a dream, c'est une boussole. C'est pas un plan d'action, c'est pas un budget prévisionnel. C'est une vision et c'est la boussole. Ok, les gars, c'est par là qu'on va, quoi. Ouais. La citation, moi, qui est ma préférée et que je dis souvent, hein, ça n'est pas de moi, mais c'est on ne perd jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. Mandela. Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. C'est Mandela. Ben ça, moi, je le dis souvent. Je l'ai encore dit à mes fils récemment. C'est une phrase incroyablement utile pour toute situation. Gardez-la en tête. Si Dieu existe, qu'aimerais-tu, après ta mort, la plus lointaine possible, l'entendre te dire? Bienvenue. 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 Déjà, c'est un Dieu qui est plutôt friendly, welcome. Ok. Ouais, friendly. Bienvenue. Installe-toi et viens voir tes anciens copains et ta famille. Sandra, je te remercie infiniment de ce temps que tu m'as consacré. C'était hyper intéressant. Et tu vois, je l'avais dit dès le départ, c'est un parcours inspirant. Ça donne envie. Tu vois, c'est moi après un capital un dimanche soir en disant, waouh, allez, on y va. On enquille. Donc voilà, un grand merci pour ça, pour cette énergie. Et donc yapuka.org, yapuka.org. Si vous avez des enfants en âge d'aller passer des oraux, des concours, etc. Ou si vous aussi vous avez besoin, je pense que ça peut être une bonne voie. Absolument. Et même ceux qui veulent se réorienter, puisqu'on va faire beaucoup les réorientations de carrière, la mobilité, les changements de vie, hein, parce qu'il va y en avoir beaucoup. Donc les moins jeunes aussi, 40 ans, 50 ans, on prend. Allez, tous les âges, de 7 à 99 ans, ou 7 à 77 ans, c'est plutôt ça. Un grand merci Sandra, et on se retrouve très bientôt. Merci à toi, au revoir tout le monde. Bye bye. Enjoy. Bravo, vous avez tenu jusque-là. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez le partager avec tous vos amis. Point important, abonnez-vous à La Colle sur votre plateforme de podcast préférée pour obtenir dès leur sortie les nouveaux épisodes. Mais aussi et surtout, laissez-moi un commentaire pour me dire ce qui vous a plu, ce qui vous a déplu, les trucs à améliorer et, je l'espère, vos encouragements. On se retrouve très vite pour un prochain épisode de La Colle. Thank you.